Bonsoir à tous, je suis Aurore Debé, je suis chirurgien orthopédiste à l'Institut français de chirurgie de la main et à la clinique Victor Hugo. Donc ce soir, on va parler des urgences traumatologiques hivernales. J'ai choisi de plutôt me concentrer sur l'entorse du ligament latéral interne de l'ANP du pouce, qui est une pathologie très fréquente en retour de ski. Donc lors d'une chute à ski, le pouce est très exposé, entre autres. Donc c'est pour ça que j'ai voulu plutôt me concentrer sur cette entorse, l'entorse du ligament latéral externe étant beaucoup moins fréquente. Donc, je vous rappelle l'importance du pouce qui, selon notre maître en chirurgie de la main, Raoul Tubiana, a été le doigt maître de la main. Le pouce doit pouvoir s'opposer aux autres doigts en force et en stabilité. La première colonne est constituée de 3 articulations. On va parler de la trapézo-métacarpienne, qui est très importante dans l'opposition du pouce, et de la métacarpophalangienne qui nous intéresse ici, qui a son importance dans la préhension, qui doit être stable, mobile certes, mais surtout stable pour pouvoir s'opposer aux autres doigts en force. Donc la stabilité de l'ANP prime sur sa mobilité. En effet, ici on a un schéma qui montre la mobilité moyenne de la métacarpophalangienne, et vous serez étonné de voir autour de vous, parmi vos proches, que c'est une articulation extrêmement variable d'une personne à l'autre. Et j'ai un associé ici, que je ne citerai pas, qui a une EMP qui fléchit à 10 degrés, et pourtant il a un pouce parfaitement fonctionnel. Donc, on préfère avoir une EMP raide, mais elle doit être surtout stable. Cette stabilité va permettre une force en opposition dans les pinces polycidégitales et permettre, par exemple, les ouvertures en force lorsqu'on est obligé de forcer sur son pouce et sur ses doigts. Donc, qu'est-ce qui permet à la métacarpophalangienne d'être stable? Ce sont les ligaments latéraux, donc une petite publicité déguisée pour l'Institut ici, discrète. Le ligament latéral interne qui nous intéresse ici donc, est positionné au niveau du bord interne de l'articulation. Il est constitué de 2 faisceaux, le faisceau principal, le faisceau accessoire. Le faisceau accessoire et le faisceau principal ici, qui sont très importants, on le verra plus tard pour le testing. Donc l'entorse du pouce, un traumatisme extrêmement fréquent. Dans 90% des cas, elle concerne le ligament latéral interne, donc sur le versant interne de l'articulation. Les sports qui sont très pourvoyeurs de ce genre de traumatisme, évidemment le ski. Donc le mécanisme, c'est le pouce qui est planté dans la neige, l'action également du bâton. La dragonne a été incriminée, mais globalement, c'est surtout cette grande abduction, ce grand valgus du pouce, cette abduction violente qui va mettre en tension le ligament latéral interne. Dans les sports de balle également, et lors d'accidents de la voie publique, vous pouvez avoir le même traumatisme. C'est vrai qu'au ski, c'est le 2e accident, le 2e traumatisme après l'épaule. L'examen clinique est primordial. On est souvent, lorsqu'on est en face d'un skieur qui a chuté, ici ce pauvre Suisse qui a fait une chute lors de la Coupe du Monde en Autriche il y a quelques jours. Il avait une entorse du pouce, mais pas seulement, un traumatisme de l'épaule, éventuellement des lésions ligamentaires du genou. Donc on va parfois se focaliser sur d'autres choses et le pouce va passer un peu à l'as, on va le laisser de côté, alors qu'il est primordial de faire un diagnostic précoce pour une meilleure prise en charge. Donc, on a classiquement une impotence fonctionnelle, un volumineux hématome. Donc, plus le pouce est gonflé, douloureux, impotent, plus on va imaginer que l'entorse est grave. Pourquoi c'est important de faire la différence entre l'entorse bénigne et l'entorse grave du LLI? Le problème, c'est le traitement. Quand est-ce qu'on opère et est-ce qu'on opère? Et à quel moment on le fait? L'entorse bénigne, c'est une lésion partielle du LLI ou un LLI qui a une capacité de cicatrisation. L'entorse grave, c'est une désinsertion complète du ligament de son insertion phalangienne. C'est chirurgical. Donc, on a besoin vraiment de faire la part des choses entre ces 2 traumatismes. Dans un premier temps, on peut être aidé par la radiographie. Donc, on peut la faire avant le testing. Ici, vous avez différents clichés donc, qui montrent un arrachement osseux qui correspond à l'insertion du ligament latéral interne. Donc, cet arrachement peut être peu déplacé ou rester en place dans une zone où on peut imaginer qu'il peut cicatriser. On peut avoir une fracture non déplacée de la base de la phalange. Ici, vous avez une fracture qui est très déplacée. Là, c'est le sésamoïde du pouce qui est une structure normale, mais ce fragment-là n'a rien à faire dans cette zone et on imagine bien que si on ne vient pas le fixer, il ne va pas pouvoir cicatriser. Ici, encore un fragment assez déplacé de la base de la première phalange. Et puis, on peut avoir des surprises et se retrouver avec une fracture, un énorme fracas du pouce. On ne va évidemment pas imposer au patient un testing douloureux lorsque sur la radio, on découvre cette fracture. Donc, pourquoi il est important de faire la différence entre une entorse grave du ligament latéral interne et une entorse bénigne? Parce que l'entorse grave, elle correspond à un ligament complètement arraché et qui vient
se retrouver dans une zone où il ne pourra pas cicatriser. Pourquoi? Ici, vous avez au bord interne de l'articulation l'expansion d'un muscle qu'on appelle l'adducteur du pouce. La dossière de l'adducteur recouvre le ligament, le pouce est porté en grande abduction, le ligament est arraché. Lorsque le pouce revient en position de fonction, ce ligament se retrouve sur la dossière et ne peut pas cicatriser. Donc, si c'est un patient qui n'est pas opéré, il aura des séquelles fonctionnelles parce que son ligament n'aura aucune capacité cicatricielle. On appelle ça l'effet Stener, c'est-à-dire ce ligament qui vient se placer sur la dossière de l'adducteur. Donc, on fait un testing de la métacarpophalangienne pour essayer de faire la part des choses entre l'entorse grave et l'entorse bénigne. C'est un testing qu'on fait en valgus forcé, en grande abduction du pouce. Il doit être bilatéral. Vous pouvez tomber sur des patients qui ont une hyperlaxité constitutionnelle et donc vous aurez du mal à faire la part des choses si vous ne testez pas les deux côtés. Il est donc bien sûr comparatif. Il est effectué à 30 degrés de flexion. Pourquoi? Parce que le ligament qui nous intéresse, c'est ce faisceau principal du ligament latéral interne qui est plutôt tendu en flexion de la métacarpophalangienne, en légère flexion, alors que le faisceau accessoire, qui est moins important, est tendu en extension, détendu en flexion. On va avoir un arrêt mou, c'est-à-dire la sensation que le pouce est comme du chewing-gum et qu'on va pouvoir le porter de plus en plus en grande abduction et que rien ne va l'arrêter. Alors qu'en cas d'entorse bénigne, vous allez tester l'articulation et vous allez sentir un arrêt du mouvement lié au fait que le ligament est bien en place. Donc voilà des images de testing, on maintient le métacarpien et on pousse donc le pouce avec l'autre main en grande abduction et on fait ça évidemment de manière comparative. Si vous avez un testing qui est franchement pathologique, l'intervention s'impose. On n'a pas besoin d'autres examens si vous êtes sûr de votre testing pour poser une indication chirurgicale. Donc, quand on est en face d'une entorse du ligament latéral interne du pouce, on a plusieurs options. Une réinsertion ligamentaire, éventuellement une ostéosynthèse de la base de la première phalange. On va aller fixer avec une vis ou une broche le fragment qui correspond à l'insertion du ligament. Et en cas d'entorse bénigne, on peut mettre en place un gantelet ou une orthèse thermoformée. J'insiste sur le fait qu'il est important de faire un diagnostic relativement précoce, mais on a quand même le temps d'immobiliser le patient, de l'adresser pour faire une radiographie et de l'adresser au chirurgien compétent. On a dans certaines écoles, 3 semaines, parce qu'effectivement, si le diagnostic est fait trop tardivement, le ligament va se rétracter, on aura du mal à le réinsérer, le fragment va être difficilement réparable et synthésable. Donc voilà une image, une vue chirurgicale d'une réinsertion du ligament latéral interne. On aborde l'articulation sous anesthésie loco-régionale par le voie d'abord interne et on est, nous chirurgiens, souvent très contents de voir cet effet Stener que je vous ai décrit plus tôt, qui est donc ce ligament latéral qui vient se poser sur la dossière et qui n'a aucune capacité de se cicatriser à la base de la phalange. On le voit ici, le ligament latéral interne, et ça c'est donc l'expansion de ce muscle qui est l'adducteur du pouce, qui barre l'accès de ce ligament à son insertion sur la base de la première phalange. Donc ici, le schéma et les vues opératoires. Donc la réinsertion du ligament peut se faire de plusieurs manières. Rarement, on peut le suturer, car souvent ce moignon ici qui est bien dessiné, il est inexistant, c'est une désinsertion au ras de l'os. On peut mettre une encre, qui est la technique de choix, une encre montée par des fils qui va venir apposer le ligament. Évidemment que cette réinsertion, on l'a fait après avoir ouvert, je reviens sur la diapositive précédente, on va ouvrir la dossière pour accéder à la base de la phalange. S'il existe un fragment, on peut aussi utiliser une encre et le fragment vient se positionner sur la base de la phalange. Et dans certains cas, si le fragment est très volumineux, on peut mettre une broche ou une vis. Le traitement orthopédique, donc, il concerne les entorses bénignes où la laxité n'est pas présente ou une fracture non déplacée de la base de la première phalange. Vous voyez ici cette fracture avec l'insertion ligamentaire qui est sur ce fragment. Donc, on imagine bien que si ce fragment consolide, le ligament aura cicatrisé dans le même temps et la stabilité de l'AMP sera au rendez-vous. Donc, le gantelet, il peut être fait en résine. Là, il est un peu long. D'habitude, on laisse plutôt le poignet libre. Ça peut être une orthèse thermoformée faite par un orthésiste ou un kiné. En cas de doute, votre testing n'est pas clair. Vous avez une radio avec un fragment dont vous ne savez pas si, oui ou non,
il est très à distance de la phalange, est-ce qu'on va pouvoir réinsérer le ligament, ou est-ce que le ligament va pouvoir cicatriser spontanément? Vous pouvez demander un testing, on peut faire un testing, je ne vous en ai pas parlé, d'un testing sous radio. Encore faut-il avoir accès à un appareil de radio. Donc, effectivement, le testing comparatif sous radio peut vous aider, mais encore plus sophistiqué, on peut demander une échographie. Il faut avoir un échographiste aguerri qui connaisse bien cette pathologie pour aller mettre en évidence la lésion du ligament latéral interne qui vient se poser sur la dossière avec le moignon de l'autre côté et donc l'incapacité de ces deux ligaments à pouvoir cicatriser parce qu'il y a une interposition de cette aponévrose. L'IRM est aussi un apport important pour l'aide au diagnostic, mais encore faut-il avoir accès à ces deux examens assez rapidement dans les 15 jours qui suivent le traumatisme. Donc, l'évolution après une entorse du ligament latéral interne, quelle qu'elle soit, opérée, non opérée, il y aura probablement, souvent, une raideur séquelaire de l'articulation. Cette raideur, elle n'a pas beaucoup d'importance, comme je vous l'ai dit plus haut. Ce qui compte, c'est la stabilité de l'articulation. Donc, il faut prévenir les patients que quand bien même ils perdraient un peu de flexion dans la MP, si l'articulation est stable et si le reste du pouce est mobile, la trapézométacarpienne et l'IP du pouce, ils vont récupérer une fonction tout à fait honorable. Des douleurs chroniques sont toujours possibles. Même dans un cas d'une entorse bénigne, on peut avoir une douleur qui persiste sur le trajet ligamentaire jusqu'à 6 mois après le traumatisme. Il faut prévenir les patients, cela n'a rien de pathologique. Encore une fois, s'il n'y a pas d'instabilité, si le pouce est mobile et que la pince se fait de manière normale, la douleur n'est pas un signe qu'il se passe quelque chose d'anormal dans les suites. Ça peut tout à fait persister 6 mois. Un œdème persistant, comme tout traumatisme articulaire, il peut y avoir un pouce très gonflé pendant de longs mois, parfois de manière définitive. Enfin, si l'instabilité persiste, soit parce que le diagnostic n'a pas été fait précocement, soit parce que le patient n'a pas été traité comme il se doit, dans certains cas, on peut faire appel à la ligamentoplastie. On vient reconstruire le LLI avec un artifice technique. Si l'instabilité persiste dans le temps, et donc cette pince polycydigitale, la pince entre le pouce et les autres doigts, est instable, une arthrose s'installe, et dans certains cas, on peut proposer, en cas d'arthrose MP séquelaire de ce traumatisme du LLI, une arthrodèse à plus ou moins long terme. Donc, je vous ai fait un petit schéma, mais très vraiment simple. Je n'ai pas parlé, il y a différentes choses que j'ai omises volontairement sur l'entorse du pouce. Donc, lorsqu'un traumatisme en valgus entraîne une entorse du ligament latéral interne, vous faites une radiographie, elle est normale, on teste l'articulation, la laxité est au rendez-vous, très importante, on ne se pose pas de questions, on opère. On a un doute sur une lésion du ligament latéral interne au testing, on demande une écho ou une IRM qui montre une désinsertion complète avec un effet sténaire, on opère. Si la lésion est partielle et que le ligament a une capacité de cicatrisation, on peut mettre en place un gantelet 3 à 4 semaines selon les écoles. Au testing, s'il n'y a pas de laxité, si le ligament latéral interne fait son boulot, on n'a pas besoin d'opérer, on met un gantelet. Dans le cas des fractures associées, donc visibles sur la radiographie, une fracture non déplacée de la première phalange, ça se traite comme une entorse, 3 à 4 semaines d'attelle ou de gantelet. En revanche, une fracture très déplacée de la base de P1 qui signe donc une incapacité au ligament à cicatriser, eh bien on va aller opérer ce malade et réinsérer le ligament et ou fixer le fragment qui a été arraché. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais laisser la parole à Marc Juvinspan qui s'est, par rapport à la photo que je vous montre, rasé la barbe, ainsi que Charles Schlur ensuite pour les traumatismes de l'épaule. Mais tout d'abord, Marc qui va nous parler du poignet et du scaphoïde. Alors, Marc Juvinspan, je vais vous parler des fractures du poignet et des fractures du scaphoïde ce soir. On commence dans le vif du sujet directement. Alors, voilà. On commence par un petit mot d'anatomie. Anatomie importante au niveau de l'extrémité inférieure du radius, puisque c'est ce qui va nous permettre de bien analyser les radios et donc de guider le traitement. Donc sur une radio de face, l'anatomie normale consiste à regarder l'inclinaison radiale, qui est cette pente que l'on voit ici et qui fait à peu près 25 degrés par rapport à l'horizontale.
On regarde également la ligne bistyloïdienne, la ligne qui n'est pas tracée ici et qui joint les deux styloïdes, qui fait un petit peu moins, donc qui est autour de 20 degrés. On regarde également l'index radio-ulnaire distal, qui est un index très important, qui est le petit espace ici que l'on voit qui est la différence de hauteur en fait entre le radius et le cubitus, qui normalement est négatif de l'ordre de 2 mm. Cela signifie que l'ulna, le cubitus, est plus court que le radius de 2 mm. Il arrive, et c'est là où il faut faire attention, que chez certains patients, on ait un index physiologiquement positif, avec un ulna plus long. Et sur les clichés de profil, on regarde l'antéversion de la glène radiale, c'est-à-dire que la petite cupule radiale est dirigée vers l'avant entre 8 et 12 degrés. Quelques chiffres concernant les fractures du poignet. C'est 35 000 cas par an en France. C'est 20% de l'ensemble des fractures du corps. C'est 80% de femmes, avec un risque, bien entendu, qui augmente avec l'âge en rapport avec l'ostéoporose. Et on peut considérer pour la suite de ce topo qu'il y a 3 types de populations. Il y a la femme ménopausée autour de la cinquantaine, il y a le jeune qui a subi un traumatisme à haute énergie, et il y a le patient plus âgé au-delà de 75. Il y a une multitude en fait, de classifications concernant les fractures du poignet, et la vérité, c'est qu'elles sont soit toutes incomplètes, soit, à mon sens, totalement inutiles, puisque le mieux est de comprendre la fracture, de comprendre le trait, de manière à la décrire. C'est aussi la raison pour laquelle on utilise de moins en moins les noms propres qu'on a accordés à certaines fractures. Voici par exemple un exemple de fracture que l'on décrit comme étant une fracture extra-articulaire, avec un trait sus-articulaire, une impaction du radius où on voit que l'index radio-ulnaire distal est positif avec un cubitus plus long. On peut aussi remarquer ici une fracture de la styloïde ulnaire. On a une déformation typique clinique, et sur le profil, on voit que le trait est bien entendu extra-articulaire avec une bascule de l'épiphyse en arrière. C'est la classique fracture qu'on nommait ou qu'on nomme comme la fracture de Poutokol. Dans cet exemple-là, on retrouve également encore sur la face un trait extra-articulaire avec là aussi un index radio-ulnaire distal très positif. Mais si on regarde sur la radio de profil, on s'aperçoit que finalement que la fracture passe par l'articulation et que le déplacement de l'épiphyse est situé cette fois-ci en avant. Il s'agit là d'une fracture avec un gros fragment marginal antérieur. Voici un dernier exemple, où ici on a cette fois-ci une fracture d'extrémité inférieure du radius qui est intra-articulaire, qui décroche un coin externe, et c'est pour ça qu'on appelle ça une fracture cunéenne externe. Et il faudra se méfier de ce genre de fracture, puisque ce trait de fracture se finit dans l'articulation radiocarpienne, juste à côté du ligament scapho-lunaire. Ça peut provoquer à la fois une fracture et une lésion ligamentaire. Et si on regarde sur le profil, on n'est pas vraiment sûr de voir une fracture. Quand on a un doute sur les fractures ou si on veut analyser les fragments, on peut avoir recours à un scanner. On voit ici une fracture antérieure du radius, une marginale antérieure qui vient se terminer dans l'articulation radio-ulnaire distale. Alors, les complications des fractures du poignet sont extrêmement nombreuses. Pour les citer, on a les complications immédiates avec les lésions cutanées. S'agit-il d'une fracture ouverte ou d'une fracture fermée? On a le syndrome de Loge qui correspond généralement à un plâtre trop serré, qui est une urgence absolue. On a évidemment aussi les lésions vasculo-nerveuses et les lésions ligamentaires immédiates. Secondairement, on a bien entendu le déplacement secondaire, l'algodystrophie qui pourra faire lui-même le sujet d'un topo et qui, selon le symposium de la SOFCOT il y a une vingtaine d'années, montrait déjà 16% d'algodystrophie sur les fractures du poignet, ce qui est colossal. On a aussi les infections en cas de fracture ouverte ou en cas de fracture opérée. J'ai choisi, dans la prochaine diapo, vous allez voir, d'insister sur la rupture du long extenseur du pouce, qui est finalement une complication pas si connue que ça, et pourtant assez fréquente. Et à distance, bien entendu, les cales vicieux, les risques d'arthrose et le canal carpien.
Juste un petit mot sur le canal carpien, qui est une complication fréquente des fractures d'extrémité inférieure du radius et qui finalement se décompense à la suite de la fracture, mais qui est souvent quelque chose de préexistant. Ce sont plutôt des gens d'environ 70 ans qui vont réveiller un canal carpien et qui, étonnamment, est un canal carpien d'emblée sévère. Mais là aussi, ça pourra faire l'objet d'un topo ultérieur. Alors, j'ai décidé d'insister sur cette complication qui est la rupture du long extenseur du pouce, puisque, comme vous le voyez, selon les séries dans la littérature, on retrouve entre 0,3% et 5% de rupture dans les fractures du poignet. Ça survient de manière décalée par rapport au traumatisme, aux alentours de 7 semaines. Et la physiopathologie n'est pas encore très claire, mais cela ressemble à une nécrose avasculaire du tendon, vraisemblablement par un défaut de perfusion. En gros, un hématome qui se serait développé dans le rétinaculum des extenseurs, dans le 3e compartiment, puisque c'est là que le tendon passe, et qui finirait par faire nécroser le tendon. Il n'y a pas forcément de signe avant-coureur, et cela peut se manifester soit par une simple douleur ou une simple faiblesse. Puis, quand le tendon se rompt, on retrouve un déficit complet de l'extension et de la rétropulsion du pouce. Les causes sont parfois il n'y a pas de cause. Dans notre cas qui nous intéresse à nous, évidemment, la fracture d'extrémité inférieure du radius est une cause. Et contrairement à ce qu'on croit, la fracture non déplacée et non opérée cause plus de ruptures que les fractures déplacées et opérées. Donc, quand on a un patient qu'on a opéré et qui développe une rupture du long extenseur du pouce, c'est vrai qu'il devient méfiant et il dit « Regardez, j'ai eu des broches, elles sont trop longues ou j'ai eu des vis trop longues, c'est ça qui a rompu mon tendon. » En fait, non. Voilà, c'est ce qu'il faut dire aux patients. Ce sont des complications assez fréquentes et qu'on voit régulièrement. Il y a bien entendu d'autres causes comme l'arthrose, mais là, ce n'est pas le sujet. Le traitement est simple. Il y a 2 types de traitements. C'est soit la greffe du long palmaire, soit le transfert de l'extenseur propre de l'index sur le long extenseur du pouce, qui est ma technique préférée et qui donne de très bons résultats. Revenons donc cette fois-ci au traitement des fractures d'extrémité inférieure du radius. Qu'est-ce qu'on a dans notre arsenal thérapeutique? Eh bien, on a le bon vieux BABP ou la manchette pendant 5 à 6 semaines en cas de fracture non déplacée. Mais on a également le brochage percutané qu'on a tous appris il y a maintenant pas mal de temps, qu'on appelle le brochage de Kapanji. On peut se poser la question à savoir s'il a encore un intérêt, puisque depuis maintenant de nombreuses années, il y a eu un énorme progrès sur les plaques d'ostéosynthèse. On va voir ça tout de suite, et ça a quasiment supplanté totalement le brochage percutané. Alors, il y a vraisemblablement encore un intérêt à brocher quelques poignets, mais dans l'immense majorité des cas, on utilise des plaques d'ostéosynthèse. Il y a bien entendu aussi le fixateur externe, dans le cadre de fractures beaucoup plus complexes ou de fractures ouvertes. Alors, quelques innovations, on a eu quelques innovations là, sur les 2 dernières décennies. Ici, vous voyez les plaques de Kerboul qu'on mettait, qu'on mettait encore au début des années 2000 et qui ont complètement disparu aujourd'hui dans tous les blocs opératoires. On retrouve maintenant des plaques beaucoup plus performantes. Vous voyez qu'ici, on a 2 trous pour les vis à la partie distale de la plaque. Ce sont des vis de diamètre 3,5. Aujourd'hui, on a des vis de diamètre 2,5. On a beaucoup plus de trous pour pouvoir attraper les petits fragments. Et surtout, ce sont des vis, comme vous pouvez le voir, qui se verrouillent dans la plaque, donc qui ont une tenue beaucoup plus forte. Et ce sont des vis avec polyaxiales, donc on peut viser directement dans le trou de la plaque pour essayer d'attraper encore mieux les fragments. Le traitement, donc on a séparé le traitement des fractures du poignet, je les ai séparés en 3 groupes. La femme ménopausée d'environ 50 ans, le jeune avec un mécanisme à haute énergie et le patient plus âgé d'au moins 75 ans. Alors, dans le premier groupe, la femme ménopausée, évidemment, on a une fragilité osseuse qui est liée à l'ostéoporose, on a donc un risque accru de déplacement secondaire et on a des fractures le plus souvent comminutives, ce qui nous pousse au final à ostéosynthéser ces patientes par plaque plus que par broche. Quand
quand on a mis pendant des années des broches sur ce genre de fracture, et au final, on a eu quasiment 100% de déplacement secondaire. Donc, il vaut mieux ostéosynthéser ces patients par plaque, quelle que soit la bascule, c'est-à-dire initialement, on mettait des broches sur des fractures à bascule postérieure. Maintenant, on réduit et on met des plaques par voie antérieure sur des bascules postérieures. Chez le patient jeune, le problème est avant tout de rétablir une anatomie parfaite. En effet, on sait qu'au-delà de 2 mm de marche d'escalier articulaire, cela provoque de l'arthrose. Alors, il faut absolument réduire correctement la fracture. Idéalement, on fait une ostéosynthèse à ciel ouvert par plaque, encore une fois, ce qui permet de rééduquer précocement, mais on peut, dans certains cas, chez un patient d'une vingtaine d'années, sur une fracture simple à bascule dorsale, faire finalement un brochage selon Kapandji, comme on avait l'habitude de faire. Cependant, l'immobilisation sera suivie de 6 semaines et après de la rééducation. Donc, le traitement par plaque, l'avantage, on rééduque plus précocement. Enfin, le patient de plus de 75 ans, lui, c'est sûr, il a un os de qualité médiocre. Donc, c'est sûr qu'on aura 100% de déplacement secondaire avec une ostéosynthèse par broche. Par plaque, on a quand même, malgré tout, des impactions du radius. Étant donné qu'on a une bonne tolérance clinique au calvicieux, eh bien, on privilégie le traitement orthopédique. Vous voyez comme le résultat fonctionnel est excellent. Alors, un cas particulier intéressant, c'est la fracture avec un die punch, c'est-à-dire avec un fragment central du radius qui est ascensionné, comme vous pouvez le voir ici sur les coupes sagittales. Et donc là, on cède de l'arthroscopie avec un petit crochet pour relever le pavé central, comme vous pouvez le voir ici. Le but, c'est de le remettre à niveau et ensuite de pouvoir ostéosynthéser juste dans l'os sous-chondral. Donc, pour résumer la situation sur ces fractures d'extrémité inférieure du radius, c'est extrêmement fréquent. De simples radios suffisent. On peut s'aider avec un scanner si on a besoin. On a les 3 groupes dont on a suffisamment parlé. Et au final, on a plutôt tendance, dans les fractures déplacées, à utiliser des plaques d'ostéosynthèse plutôt que des broches, sauf chez le sujet très âgé, où on va privilégier un traitement orthopédique, car le calvicieux est souvent parfaitement toléré. Je continue d'emblée sur les fractures du scaphoïde, qui sont également des fractures fréquentes, que l'on voit dans 2 à 7% de l'ensemble des fractures du corps, qui représentent 60 à 70% des fractures du carpe, qui représentent également 15% des traumatismes du poignet, que l'on trouve plutôt chez l'homme jeune, en moyenne de 29 ans, et qui se voit lors d'une chute sur la main. Le scaphoïde est un os un petit peu particulier. Il a 3 parties. Il a un pôle proximal ici, un pôle distal un peu plus large, et il a au milieu une zone de faiblesse qui est la taille du scaphoïde. Et on a l'habitude de parler d'un os qui a du mal à consolider. Alors, d'où lui vient cette fragilité? Eh bien, en fait, tout ça vient de sa vascularisation. La vascularisation du scaphoïde vient de l'artère radiale par une petite branche palmaire ici pour vasculariser le pôle distal. Et le pôle proximal, qui a tant de mal à consolider, vient d'une petite branche dorsale qui vient vasculariser à rétro le pôle proximal. Et c'est ça qui fait la fragilité, puisque quand il y a une fracture, eh bien, la vascularisation est parfois compromise. Donc, l'os se retrouve un peu asphyxié. En l'absence de traitement, on a un taux de pseudarthrose extrêmement élevé, qui est proche de 100% lors des pôles proximaux. Et quand il s'agit d'une fracture du pôle distal, on a évidemment moins de risque de non-consolidation. Les radios standards, dans la majorité des cas, suffisent avec des incidences scaphoïdes. On voit ici une fracture, celle-ci est plutôt ancienne. Et en cas de doute, on peut s'aider d'un scanner. Là, on voit parfaitement le trait de fracture en plein corps du scaphoïde. Et en cas de doute encore, on peut s'aider d'une IRM. Le traitement des fractures du scaphoïde, eh bien, en cas de fracture déplacée, tout le monde est d'accord, on fait une ostéosynthèse à ciel ouvert. Et en cas de fracture non déplacée, il y a 2 techniques, soit une technique orthopédique qui consiste à immobiliser le patient et on a totalement abandonné ce BABP qui prend la colonne du pouce pour finalement ne mettre que des manchettes.
plus la fracture est proximale, plus l'immobilisation est longue, jusqu'à 12 semaines, et plus la fracture est distale, plus l'immobilisation est courte, en moyenne 6 semaines d'immobilisation. Alors, quand la fracture est strictement déplacée, moi, je propose systématiquement à mes patients une ostéosynthèse percutanée parce que c'est une technique qui donne d'excellents résultats, accessible pour les fractures Schoenberg 3, 4, 5, pardon, c'est-à-dire en plein corps. On utilise une vis un peu particulière que l'on met directement dans le grand axe du scaphoïde avec un petit guide. Ça se fait quasiment à travers la peau, mais comme il faut passer la tête de vis qui mesure 2,5 mm, on fait une toute petite cicatrice. Et cette vis a la particularité d'avoir un double pas de vis pour mettre en compression le foyer de fracture. Ça permet de se priver de l'immobilisation et donc c'est extrêmement confortable pour le patient qui passe de 3 mois d'immobilisation à aucune immobilisation. D'ailleurs, il se rééduque tout seul et au bout d'un mois, on a fréquemment des mobilités comme ça, c'est-à-dire excellentes. En cas de fracture déplacée, on utilise fréquemment un abord palmaire, pareil, dans les fractures Schoenberg 3, 4, 5, pour réduire la fracture, on passe par en avant. Et dans la grande majorité des cas, en ostéosynthèse également par vis, même si on peut utiliser des broches. Dans le cadre de fractures du pôle proximal du scaphoïde, il faut tout de même avoir dans son arsenal la possibilité de savoir aborder par voie dorsale le scaphoïde, et en ostéosynthèse, soit par deux vis, comme vous le voyez, soit par une vis de proximale en distale. Puis on immobilise quand même toujours un petit peu avant de rééduquer. Un dernier mot pour conclure, je voudrais vous parler pendant 1 minute de la pseudarthrose du scaphoïde. J'ai à cœur de vous en parler parce que dans le service, justement, on a commencé il y a 3-4 ans avec une technique innovante. Alors, un petit mot d'épidémiologie, c'est fréquent, c'est 5 à 15% des fractures du scaphoïde qui évoluent en pseudarthrose. Ça apparaît évidemment chez l'homme jeune, même population, et la découverte, elle peut être fortuite, elle peut être liée aussi à un traumatisme qui a eu lieu quelques années auparavant et qui se réveille par des douleurs et par une raideur. Ça peut être lié aussi au fait d'avoir un échec de traitement initial. Et donc voilà le traitement que nous utilisons maintenant assez fréquemment. C'est assez innovant puisqu'on utilise l'arthroscopie pour traiter les pseudarthroses. Vous voyez là sur le film une petite fraise qui permet d'aviver le foyer de pseudarthrose. On voit bien que l'os est bien vivant, bien rouge au fond. Et au préalable, on aura prélevé des petites carottes d'os ici qui sont prélevées à l'aide d'un trocar à ponction sternale. Et on vient récupérer une dizaine de ces petites carottes et on les tasse au fond du scaphoïde. C'est une technique assez innovante. On est en train de publier les résultats, ça devrait arriver d'ici quelques semaines, même si la technique est déjà connue et fonctionne. Mais cela permettrait vraisemblablement de préserver la vascularisation du scaphoïde. Donc voilà pourquoi je voulais vous en parler. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Donc, bonsoir à tous. J'espère que ça fonctionne bien. Je crois qu'on a un public un peu éclectique avec des kinés, des rééducateurs, et même des orthopédistes. Donc, le tapo va se cantonner aux fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus. J'ai laissé de côté les luxations, les disjonctions acromioclaviculaires ou fractures de la clavicule parce que c'est déjà assez large. Pour rappel, la fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus est extrêmement fréquente, souvent sur un os ostéoporotique. C'est 5% de toutes les fractures. Il est important de prendre en compte évidemment l'âge et l'autonomie du patient, les lésions associées et lors d'une fracture de tester le nerf axillaire. J'insiste sur le fait que la sensibilité sur le moignon de l'épaule ne suffit pas, tout comme dans la luxation de l'épaule, à confirmer que le nerf axillaire est intact, et il est important de vérifier une bonne contractilité du deltoïde. L'examen clinique sera complété par des radios et très souvent un scanner. Le scanner est important en cas de doute sur un déplacement. Il permet de pouvoir poser ou non souvent l'indication opératoire, notamment
la position du tubercule majeur et du tubercule mineur, donc l'emplacement des endroits où s'insère la coiffe, de compter le nombre de fragments et d'analyser le déplacement. Parfois, il y a même des refends de la tête humérale qui sont une indication opératoire formelle. La classification permet parfois de nous aider à savoir s'il faut opérer ou non. Il y a de nombreuses classifications, un peu comme dans l'extrémité distale du radius, comme l'a dit Marc Juvanspan, qui sont très peu reproductibles. La plus connue étant celle de NIR, qui calcule le nombre de fragments, un fragment étant un élément qui est déplacé de plus d'1 centimètre par rapport à un autre fragment ou qui est une rotation de 45 degrés. Tout comme l'a dit NIR lui-même, il n'y a pas de corrélation entre, si vous lisez cet article, entre le nombre de fragments et le résultat une fois opéré. Vous avez ici des exemples de fractures qui sont passées inaperçues, que l'on voit un peu tard, qui ont consolidé. Il est évident qu'elles auraient été opérées initialement et ça a été un petit peu un traitement orthopédique forcé avec des résultats exceptionnels. Vous voyez cette fracture, je pense que tout orthopédiste l'aurait opéré initialement et je vous montre le résultat de ce traitement orthopédique forcé avec une migration des tubérosités, que ce soit du trochin. Je pense qu'on aurait tous rêvé d'avoir un résultat pareil après une ostéosynthèse. Je vais vous donner un autre exemple de cette fracture avec un tubercule majeur excessivement déplacé en arrière et en haut, et un résultat tout aussi satisfaisant, sachant qu'il est, une radio initiale comme ceci aurait nécessité probablement une réduction. Peut-être que la patiente aurait été aussi bien, mais on n'en est jamais sûr. Donc, il n'y a pas de corrélation entre le type de fracture et le résultat. C'était le message de ces 2 diapos. Il y a une infinité de types différents. Ça va être un peu catalogue, mais il est important de pouvoir les analyser. Il y a les fractures impaction de la tête humérale, souvent associées à des luxations, donc en avant ou en arrière, en fonction de la luxation antérieure ou postérieure. Il y a ce qu'on appelle les splits de la tête, avec un refend en plein centre de cette sphère humérale. Vous avez les fractures isolées de la tubérosité, soit le tubercule majeur fréquent dans les luxations antérieures, soit le tubercule mineur dans les luxations postérieures, plus rare. Les fractures du col chirurgical, donc en dessous de la tête et qui conservent l'intégrité de cette tête et de ces 2 tubercules. L'alignement sera alors très important. Vous avez les fractures postéromédiales qui sont en varus, souvent 3 fragments, et les fractures impactées en valgus qui sont plus comminutives, et elles sont souvent 3 fragments, parfois 4. La fracture du col chirurgical est un déplacement en rotation interne, en raison de la traction du grand pectoral que vous voyez sur le schéma. Hop, on voit ma flèche sur le schéma en bas. Et la tête humérale, elle, reste en place. Les fractures postéromédiales en varus sont déplacées en varus en rotation interne et en flexion. Je vous ai mis des scanners 3D. Vous avez les fractures impactées en valgus, souvent à l'origine d'une comminution importante, et elles sont en rotation externe. Tout ceci est important, comme l'avait expliqué Marc tout à l'heure, parce que quand on comprend la fracture, on va aussi comprendre comment on peut la traiter, soit chirurgicalement, soit orthopédiquement. Le déplacement, c'est une étude qui va un petit peu à l'envers de ce que je vous ai raconté. Le déplacement permet de prédire, quand on l'a compris, le défaut d'élévation et de rotation externe en fonction du déplacement des tubérosités. Je vais revenir sur ces tubérosités qui sont extrêmement importantes. La non-reproductibilité de ces classifications et de ces indications opératoires a été évaluée avec 8 chirurgiens, et non des moindres, qui ont analysé plusieurs types de fractures, plusieurs fractures, et on se rend compte que il y a une corrélation sur le type de traitement à effectuer qui est seulement de 56%. Donc, pour 2 chirurgiens différents sur une même fracture, il y aura probablement des réponses différentes.
La vérité est sans doute au milieu, c'est qu'il faut savoir bien faire au moins une technique. Pour reprendre notre petite liste, le split de la tête, c'est une marche d'escalier articulaire, est une indication chirurgicale, tout comme les fractures du col chirurgical s'il y a une translation importante ou une angulation importante. Les fractures en varus, c'est le déplacement des tubérosités qui va guider notre indication opératoire. Les fractures en valgus également, c'est toujours ces fameuses tubérosités qui sont le garant du pronostic fonctionnel. Et pour les fractures des tubérosités isolées, effectivement, quand elles sont déplacées, on ira vers un traitement évidemment chirurgical, tout comme les luxations associées. Le risque de nécrose a été décrit par ce fameux article d'Hertel avec une rupture de l'éperon ou un déplacement du calcaire de 8 mm. Malheureusement, souvent, ces déplacements sont le témoin d'une rupture de l'artère qui vascularise la tête et on a, malgré une ostéosynthèse satisfaisante, des nécroses et une perte de la sphéricité du cartilage huméral, parfois entre 6 mois et 2 ans après la synthèse. Le traitement orthopédique doit être la plupart du temps en rotation neutre. Je vous mets cet exemple de fracture du col chirurgical avec une rotation qui est en rotation interne, donc cette fameuse traction du grand pectoral, qui est ensuite immobilisée en rotation neutre, donc des attelles qui sont un peu moins faciles à trouver que le fameux Dujarrier et très classique Dujarrier. Cette rotation neutre va permettre de réduire complètement la fracture et d'éviter un enclouage. Le traitement orthopédique, dans le cadre des fractures du tubercule majeur, doit s'immobiliser également en rotation neutre, puisqu'il y a un déplacement qui est postérieur. Le traitement orthopédique, en fonction de la stabilité, donc une immobilisation prolongée, vous imaginez qu'on va faire face à une raideur et parfois une rééducation qui peut durer plusieurs mois. Une immobilisation insuffisante fait craindre une pseudarthrose, c'est-à-dire une non-consolidation. Le programme doit être fonction de la fracture, fonction de la qualité de l'os, doit être absolument bien compris par le patient pour y adhérer. Faut motiver le patient. Il doit être fonction de la stabilité de la fracture, évidemment, et doit faire l'objet d'une évaluation fréquente, J15, J30, J45, avec des radios de contrôle pour vérifier la motivation et les progrès du patient. Je vais parler peut-être un peu plus aux orthopédistes qui nous écoutent et parler technique. L'enclouage centromédulaire peut se faire soit percutané à un certain âge, on va dire, d'autant qu'on utilise dorénavant des clous droits, donc au travers de la coiffe. Et chez les gens plus jeunes, où on veut garder l'intégrité de la coiffe, on pourra faire un mini-abord supéro-externe. Très utilisé pour les fractures du col chirurgical déplacées. Et de plus en plus, en raison des clous, des vis verrouillées qui peuvent se mettre dans les clous, pour les fractures céphalotubérositaires, de façon à fixer les tubérosités. Les plaques verrouillées, qui ont ma préférence, sont garantes d'une stabilité, sont peut-être un peu plus compliquées techniquement, et on va essayer et nécessite parfois une ablation du matériel, comme celle-ci est mal posée. Le principe, c'est toujours de comprendre et d'identifier les fragments de façon à pouvoir effectuer une bonne réduction, d'où l'importance du scanner. La réduction doit se faire au tout début. Je vous donne une fracture ici en valgus. On va d'abord réduire la tête, la calotte humérale, puis ensuite la fixer dans la glène temporairement et réduire ensuite les tubérosités sur cette calotte humérale. La plaque a pour but de réduire les tubérosités et de suturer ces tubérosités les unes aux autres. On va en voir les principes. Le clou s'introduit dans la diaphyse et va verrouiller les tubérosités sur le clou. L'ostéosuture, il sera aussi adéquat. Le vide résiduel qui peut exister dû à l'impaction doit être comblé. J'ai mis ciment, phosphate de calcium, mais le plus souvent par de la greffe, c'est ce qu'il y a et surtout si on va mettre une prothèse. Attention à la hauteur de la plaque et à la hauteur du clou pour éviter les complications dues au matériel. Les résultats entre la plaque et le clou, on va voir qu'elles sont très, très similaires sur les scores fonctionnels, sur les mobilités, sur les complications également.
là une série de la soft cut avec un nombre de complications identique. Il n'y a pas de différence significative. Il y a des chirurgiens qui auront la préférence du clou parce qu'ils savent mieux les mettre et c'est très bien, et d'autres de la plaque. C'est, je pense, très bien aussi. De temps en temps, malheureusement, l'ostéosynthèse est impossible. Il y a un risque de nécrose trop important. Alors, on privilégie, j'arrive pas à le dire, la mise en place d'une prothèse anatomique qui sera une émie quand on est avant 65 ans, c'est-à-dire uniquement dans l'humérus en conservant la glène. Le résultat fonctionnel est essentiellement dû à la consolidation et à la bonne position des tubérosités. Pour la prothèse inversée, qui s'adressera plutôt aux plus de 65 ans, donne des résultats très satisfaisants tant sur les mobilités que sur les scores fonctionnels. La position et la consolidation des tubérosités est l'élément le plus essentiel également dans ces prothèses inversées. Ces tubérosités, j'y reviens et j'insiste encore et toujours dessus, leur consolidation rétablit l'intégrité de la coiffe, rétablit la fonction et notamment la rotation externe qui est capitale, ne serait-ce que pour manger, pour se coiffer ou pour avoir des gestes. La rotation interne sera importante pour des gestes, on va dire, de la vie courante et des gestes d'hygiène. La longueur de l'humérus est donnée par la bonne position de cette tubérosité et permettra d'obtenir une bonne tension du deltoïde, donc une bonne fonction du deltoïde. Ces tubérosités, elles améliorent la stabilité lorsqu'on mettra une prothèse, qu'elle soit inversée ou anatomique, et on aura moins de décèlement, évidemment, lorsqu'elles sont bien placées. Dans les prothèses, dans les hémi-arthroplasties, on a malheureusement 50% de migration du tubercule majeur et 53% selon des études plus ou moins récentes dans les prothèses inversées. La consolidation de ces tubérosités, même si ce n'est pas significatif, sont liées à l'âge, au sexe, évidemment à l'état de l'os et au tabagisme. Il y avait une étude aussi sur l'expérience du chirurgien qui rentrait beaucoup en compte. Qu'est-ce que l'on peut, en quoi on peut jouer sur cette consolidation et cette bonne position des tubérosités? On a des prothèses maintenant qui sont d'un petit diamètre, laissant plus de place à l'os pour la consolidation. On voit que ça améliore significativement le taux de consolidation. Le fait d'immobiliser en abduction, en rotation externe, et d'immobiliser 4 à 6 semaines quand on met une prothèse ou quand on met une synthèse de tubérosité. Les techniques, je vais rentrer un peu plus dans les détails techniques pour obtenir cette bonne consolidation et cette bonne position. Il est important de fixer le tubercule majeur à la tige, le tubercule majeur au tubercule mineur et les deux tubercules à la diaphyse. Les tubérosités doivent consolider entre elles et doivent consolider à la diaphyse. Un petit mot que j'avais mis là-haut, il est possible lors d'une prothèse inversée d'enlever ce tubercule mineur et de donc se passer de cette insertion du sous-scapulaire. Il y aura normalement sans gros déficit fonctionnel en rotation interne, dans le cas d'une grosse tension de celui-ci. La voie d'abord peut être supéro-externe ou deltopectorale. La voie de choix étant la voie deltopectorale qui permet de s'agrandir en distal en cas de complication. Et elle est plus anatomique. On identifie les tubérosités qui seront placées sur les fils. Il faut éviter de les prendre violemment avec des pinces afin de ne pas tasser l'os qui reste. Et préparer ces sutures dans la métaphyse, dans la diaphyse, entre elles. Lorsqu'on met une prothèse, il est possible de mettre des bandelettes de polyester afin d'y fixer les fils qui auront été préalablement mis sur les tubérosités plutôt que d'effectuer des trous parce que la prothèse est parfois un peu… elle remplit cette diaphyse. Ensuite, il sera important, éventuellement sous radio, de contrôler cette bonne hauteur de la tige de façon à avoir la place de mettre les tubérosités ainsi que la version par rapport à l'avant-bras.
On mesure la hauteur, les 3-4 cm. Et puis, une fois que tout est en place, la prothèse est mise en place sur les fractures 4 fragments nécessitant une hémiarthroplastie. On évitera de mettre du ciment dans la métaphyse qui a un effet thermique et qui pourra gêner la consolidation. Et la laisser bien en distal, il ne doit pas dépasser. Certaines prothèses maintenant sont vissées dans la tige, ce qu'on peut utiliser. Hop. Une fois que tout est réduit, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Voilà. Une fois que tout est réduit, tout est fixé les unes entre elles à la diaphyse, de façon à restaurer l'anatomie sous cette prothèse inversée. L'immobilisation post-op, si possible, en rotation neutre. Le testing va guider aussi l'immobilisation pendant l'intervention. En conclusion, tout traumatisme de l'épaule avec une impotence doit conduire à faire une radiographie. Si une fracture est retrouvée et qu'il n'y a pas de déplacement, on pourra d'emblée mettre en place un traitement orthopédique. Sinon, un scanner permettra de demander un avis orthopédique et d'évaluer le positionnement des tubosités et éventuellement l'indication opératoire. Les bonnes consolidations de tuberosité permettent d'obtenir, j'ai pas les radios pré-op, permettent d'obtenir des mobilités en rotation interne et en rotation externe satisfaisantes et une bonne fonction et des bons scores fonctionnels. Un petit monsieur tout content.